Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Michel Salem-Sermanet, je suis un des cofondateurs de l'association Alumni for the Planet et je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire co-organisé avec l'association d'alumni d'Audencia. Et je laisserai juste après mes quelques minutes d'introduction donc la parole à Nouchad au nom d'Audencia Alumni. Voilà, donc je suis très heureux en particulier parce que vous le verrez, nous avons deux intervenants de très très grande qualité, hein, deux alumni d'Audencia, hein, d'ailleurs. Donc Raphaël Gerson, qui est directeur scientifique et technique au sein de l'ADEME, et qui nous expliquera, voilà, qui nous rappellera, hein, quels sont les enjeux de la transition bas carbone, de la neutralité carbone et en quoi les entreprises ont un rôle fondamental à jouer. Et ensuite, François Quintreau, hein, qui travaille à la Massif, mais qui est également vice-président au sein d'une association et qui nous fera part de son expérience personnelle très engagée, hein, vous le verrez, au sein de la Massif, puisqu'il contribue à déployer un atelier de sensibilisation, hein, la fresque de l'emploi durable à grande échelle, hein, et qui, vous le verrez, va pouvoir avoir un impact très important au sein de son entreprise. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est que notre raison d'être à l'Uni for the Planet? Ça part d'un double constat. D'abord que face à l'urgence climatique et face aux dérèglements environnementaux de façon plus générale, euh, il est important d'agir, en particulier au sein des entreprises, et il se trouve que les alumni, les diplômés de l'enseignement supérieur, d'Audencia ou de beaucoup d'autres écoles, souvent occupent des postes où ils peuvent agir. Ils ont un certain niveau de responsabilité, hein, en tant que diplômés de l'enseignement supérieur qui leur permet d'avoir un impact. Et comme vous le savez, les entreprises, et Raphaël nous le rappellera, ont un rôle fondamental à jouer, mais doivent aussi transformer assez fortement et assez rapidement leur activité. Et donc, cette transformation, elle ne peut pas venir que des dirigeants, hein. Il faut embarquer l'ensemble des acteurs et en particulier, voilà, tous les collaborateurs ont un rôle à jouer et les alumni en particulier. Le problème, c'est l'autre constat, c'est que souvent, au sein d'une entreprise, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas par où commencer. Vous doutez même que vous pouvez avoir un impact parce que vous êtes un collaborateur ou une collaboratrice parmi de nombreux collaborateurs au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu d'Alumni for the Planet, c'est de faire témoigner des personnes comme François au sein de la Massif, qui sont en train de mettre en mouvement leur entreprise de l'intérieur, hein, qui ne sont pas des dirigeants, mais qui sont en train de la mettre en mouvement et qui ou qui vont avoir un impact très significatif, vous le verrez à l'échelle de leur entreprise, pour vous montrer que c'est possible, que vous pouvez vous aussi demain vous engager au sein de votre entreprise et initier des changements qui vont avoir aussi un impact très important. Donc c'est possible sur la base de témoignages comme celui de François, et on fait de très nombreux webinaires tout au long de l'année de ce type. Et en plus, François vous donnera des pistes très concrètes, des conseils très concrets, vous verrez, pour vous montrer comment on peut démarrer, comment on peut se lancer, comment on peut tenir dans la durée, hein, parce que rien n'est simple, évidemment. Donc c'est ça, vraiment, la raison d'être d'Alumni for the Planet, c'est de vous montrer que c'est possible. En tant qu'alumni, vous avez un rôle à jouer, vous pouvez agir au sein de votre entreprise et vous montrer comment le faire. Et donc, n'hésitez pas. Ce webinaire n'est pas un webinaire, je dirais, de formation, de sensibilisation. C'est un webinaire d'un format très original, très particulier. On appelle inspirer le passage à l'action. Donc, vraiment, profitez bien de l'intervention de Raphaël et ensuite du témoignage de François pour comprendre comment vous-même vous pourriez agir demain. Et n'hésitez pas, on aura à chaque fois un temps d'échange juste après chacune des deux interventions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez sur vraiment, comment on fait, comment moi je peux également m'engager demain. Je terminerai juste en vous disant que nous sommes une association d'intérêt général reconnue par l'État. Nous sommes financés essentiellement par les pouvoirs publics, hein, donc à la fois l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, et en particulier à la demande de l'ADEME et du ministère, mais on souhaitait le faire de toute façon, et parce que notre conseil scientifique, hein, que nous avons mis en place nous le suggérait, nous souhaitons évaluer l'impact de ce que nous faisons et l'impact de nos webinaires. C'est pourquoi vers la fin du webinaire, nous mettrons en ligne un petit sondage qui permettra de mesurer. Donc, si à l'issue de ce webinaire,
vous estimez que vous pensez pouvoir, à court terme, engager une action et vous verrez dans le webinaire, enfin dans le sondage, il y a quelques exemples d'actions qui vous permettront voilà, de répondre à cette question. Donc, je vous le dis, je vous le redirai d'ailleurs en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est important pour nous que nous mesurions l'impact pour améliorer notre action. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous souhaite un très, très bon webinaire. Donc, profitez vraiment de ces deux intervenants de grande qualité pour, encore une fois, non pas juste apprendre voilà, comment on peut faire au sein d'une entreprise, mais de façon très concrète, essayer de comprendre comment vous-même, c'est ça que l'on souhaite, vous pourriez agir à votre tour au sein de votre entreprise. Et pardon, je mentionne une dernière chose, c'est que nous avons un autre format de webinaire, au-delà de vous inspirer à passer à l'action, c'est de vous accompagner dans la durée, donc un format où on fait travailler en petits groupes des personnes qui ont engagé une action, mais qui évidemment rencontrent des difficultés. Dès que vous commencez à agir, c'est compliqué, et qui échangent entre elles. Donc, c'est des groupes de pas plus de 10 personnes qui vous permettent en intelligence collective, en co-développement, de vous donner des conseils mutuels et de repartir avec voilà, des pistes d'action et surtout une très grande motivation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y en a à peu près un par mois. Vous trouvez les dates sur notre site sur aussi ce type de webinaire. Voilà, merci encore et je laisse tout de suite la parole pour un petit mot d'accueil à Audencia Alumni. Merci beaucoup d'avoir co-organisé ce webinaire avec nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Michel, pour cette passation de parole. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nouchad et je m'occupe des relations avec des diplômés de l'école. Je suis moi-même diplômé de l'école. J'ai eu l'occasion de travailler avec Raphaël sur une conférence inspirante il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, Raphaël. Et ça a été un vrai succès. Le sujet à ce moment-là, c'était aussi le côté RSE. Et Raphaël a bien représenté l'ADEME à ce moment-là. Et cette année, on est ravis de justement collaborer pour une première fois avec Alumni for the Planet via notre club Audencia Transition pour ce webinaire. Et alors, un grand merci à Florian qui a pris contact avec nous et qui nous a aidé à organiser, qui a aussi retrouvé les 2 pépites, les 2 diplômés que vous voyez sur votre écran. Raphaël et voilà, François, merci beaucoup pour votre témoignage et votre partage d'expérience. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel webinaire et n'hésitez pas, comme dit Michel, de poser des questions, profitez et voilà, on vous dit à tout de suite sur la barre de discussion si vous ne voulez pas prendre la parole à votre fois, mais profitez bien de cet échange. Merci. Bien, merci beaucoup, Jade. Je passe tout de suite donc, la parole à Raphaël, qui va peut-être se présenter un peu plus, donc qui travaille au sein de l'ADEME et qui voilà, va nous rappeler l'enjeu de la transition énergétique, de la neutralité carbone et le rôle que les entreprises ont à jouer. Merci beaucoup, Raphaël, c'est à toi. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire. Donc, je suis effectivement un ancien diplômé d'Audencia et de Sciences Po. Je suis de promo 2002, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la transition écologique, 10 ans dans le secteur privé, dans différentes grandes entreprises énergétiques et 11 ans à l'ADEME, où je me suis notamment occupé du service réseau énergie renouvelable et puis de la direction ADEME Île-de-France avant de m'intéresser aux questions de formation et de sensibilisation en tant que conseiller scientifique et technique à la direction de l'ADEME. Voilà, donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, j'ai 20 minutes pour vous parler de la neutralité carbone et des scénarios transition 2050 de l'ADEME. C'est un rapport qui fait plus de 600 pages, donc je vais tâcher d'être synthétique et surtout de passer les messages de ce rapport où on voit finalement que quel que soit le scénario choisi pour atteindre la neutralité carbone, le monde de 2050 n'aura rien à voir avec celui d'aujourd'hui et que donc les entreprises ont un rôle crucial à jouer à la fois pour atteindre cette neutralité carbone, mais également pour être pérennes dans ce monde de 2050. Je vais juste commencer brièvement par rappeler ce qu'est la neutralité carbone et si la France est sur la bonne trajectoire. Donc, la neutralité carbone, en fait, c'est tout simplement capter autant d'émissions dans les puits naturels de carbone, hein, donc les forêts, les prairies,
capter autant d'émissions qu'on en émet. Et donc arriver à cette neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif de la SNBC, hein, donc la stratégie nationale bas carbone. On voit sur ce graphe que nos émissions de CO2 sont effectivement en baisse, hein, depuis 1990. On est quand même à un peu plus de 400 millions de tonnes de CO2 émises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque c'est en baisse. On voit aussi que il y a eu les années Covid, donc il faudra avoir aussi la vision après, et qu'il faut espérer que cette courbe bleue suive la courbe jaune ensuite. Mais surtout, il faudra accélérer la diminution de ces émissions de CO2. Il faudra vraiment doubler le rythme pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce qu'on voit également sur ce graphe, c'est que les secteurs qui émettent le CO2 en France, c'est à 30% le secteur du transport, et donc la combustion des énergies fossiles dans les transports. L'industrie, et là aussi on va retrouver la dimension énergivore des process industriels, et donc on va retrouver cette dimension énergétique. Le résidentiel et le tertiaire, donc là c'est vraiment notre consommation d'énergie dans les services et puis dans nos habitats. Et donc là encore, l'énergie joue un grand rôle. L'agriculture, aussi à hauteur de 20%, où là, l'énergie joue un rôle à hauteur de 15%. Après, ce sont plus des émissions de méthane notamment. Et puis, le petit camembert qui reste, c'est la partie énergie, mais sous le terme de production d'énergie et de distribution, mais pas de consommation. Et donc, si je vous dis tout ça, c'est vraiment pour prendre conscience finalement que quand on parle de neutralité carbone, eh bien, on parle forcément d'énergie, et que un des grands enseignements de cette étude, c'est que baisser la demande en énergie sera crucial pour atteindre la neutralité carbone, quel que soit le scénario choisi. Et ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, quand on parle d'énergie, on confond énergie et électricité, et on arrive finalement à un débat parfois assez stérile entre une opposition entre le nucléaire et l'éolien. Et l'électricité représente que 25% de la consommation finale d'énergie en France. Donc, quand on parle d'électricité, c'est important d'en parler, mais il ne faut pas oublier les 75 autres pourcents qui concernent les secteurs que je vous ai émis. Et puis, l'autre chose que je voulais partager avec vous avant de rentrer dans les scénarios de l'ADEME, c'est qu'il y a en ce moment, depuis 2005, donc on parle vraiment d'un passé récent, une réduction drastique et inquiétante de nos puits de carbone, puisqu'on est passé de 45 millions de tonnes à 14 millions de tonnes aujourd'hui. Là, j'ai mis des images assez parlantes de l'été 2002 et des incendies qu'il y a eu, donc tout simplement qui font partir en fumée nos puits carbone. Et puis également, nos puits carbone, quand ils restent, le dérèglement climatique ayant déjà commencé, il y a une prolifération de maladies. Et vous voyez que la photo du bas, la forêt de gauche, ne capte pas de CO2, hein, vu son état et sa mauvaise santé. Donc, on a un gros problème en ce qui concerne la préservation du vivant et de nos puits carbone. Et puisque je vous disais que la neutralité carbone, c'est capter autant d'émissions qu'on en émet, quand on en capte 14 et quand on en émet plus de 400, vous voyez bien qu'on est loin de la neutralité carbone. Donc, il faut absolument accélérer la décarbonation et préserver le vivant. C'est vraiment les deux enjeux pour atteindre cette neutralité carbone. Alors, je vous ai dressé un tableau qui peut effectivement, qui n'est pas très réjouissant, qui montre l'urgence d'agir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 4 chemins encore possibles. Après, il ne faut pas se mentir, ça va être difficile pour atteindre la neutralité carbone. Ces 4, alors il y en a beaucoup, mais l'ADEME a travaillé pendant plus de 2 ans sur ce sujet avec des centaines d'experts pour déterminer ces 4 scénarios. Ces 4 scénarios que nous appelons à l'ADEME Transition 2050, choisir maintenant pour agir pour le climat.
Et vous avez peut-être entendu parler des scénarios RTE qui traitaient de la question électrique. On a effectivement beaucoup travaillé avec eux sur le mix électrique, mais notre étude porte sur l'ensemble des secteurs émetteurs de CO2 que je vous ai décrits précédemment. Donc, on est parti de grands récits, de grandes orientations qui étaient inspirées par les grandes orientations du rapport 1,5 degré du GIEC. Et on a traduit ces récits en hypothèses quantitatives qu'on a rentrées dans ce modèle qui parle de l'industrie, de l'agriculture, des déchets, du transport, du tertiaire, du résidentiel, donc tous ces secteurs dont je parlais précédemment, évidemment liés à la notion de production d'énergie. Et puis, on a fait travailler ce modèle pour arriver à la neutralité carbone dans les 4 scénarios. 4 scénarios que je vais vous présenter et qui sont très différents les uns des autres. Pardon, excusez-moi, mais pour faire court, les 2 premiers scénarios misent avant tout sur la sobriété pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et les scénarios 3 et 4 misent davantage sur les technologies pour atteindre cette neutralité carbone. Avant de zoomer dans les scénarios, je voudrais juste rappeler que chaque dixième de degré compte et qu'il peut y avoir un message ambiant qui consiste à dire que de toute façon, on n'atteindra pas le 1,5 degré et que donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. François Gémen fait souvent cette comparaison entre le dérèglement climatique et l'atteinte du 1,5 degré et le degré de fièvre qui est assez parlante. Si on prend le corps humain, donc un organisme vivant à 37 degrés, quand vous êtes à 37 degrés, vous êtes bien. Quand vous êtes à 1 degré de plus, à 38, vous commencez à vous sentir moins bien. À 39 degrés de plus, vous êtes vraiment pas bien. Et puis au-delà de 40, vous allez à l'hôpital. Et finalement, ces 4 degrés sur 37, on est dans les mêmes ordres de grandeur que le 1,5 degré pour la température moyenne de la France qui est de 14 degrés. Donc tout ça pour dire que tant qu'on s'approchera de ces 1,5 degré ou de ces 2 degrés, chaque dixième de degré comptera pour limiter l'impact du dérèglement climatique. Et donc, il ne faut surtout pas se décourager, même si on n'atteint pas la neutralité carbone. On en est tellement loin que si on s'en approche, on pourra limiter les impacts du dérèglement climatique. Alors, 4 scénarios pour y arriver. Je vais essayer de vous les décrire. Et je vous encourage à aller sur le site de l'ADEME où vous trouverez ces scénarios en détail. Et puis, il y a une synthèse et un résumé exécutif. Il y a même des podcasts aussi qui permettent de se projeter dans le monde et dans ce monde de 2050 et qui montrent bien qu'il est très différent de celui d'aujourd'hui. Le scénario 1, il s'appelle Génération frugale. Et dans ce scénario, la neutralité carbone, elle est atteinte par la frugalité, une frugalité choisie ou contrainte, puisqu'on est dans un monde où le mode de vie, et donc nos modes de consommation et donc le mode de production des entreprises, donc, n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. En termes d'alimentation, on ne consommera et donc on ne produira 3 fois moins de viande. Et on consommera et donc on produira une part de cette alimentation en bio à hauteur de 70%. Si on prend le domaine de l'habitat, on est dans un monde où on a rénové massivement et rapidement tous les logements et on a essayé de limiter au maximum la construction neuve. Et donc, on est dans un scénario un peu extrême où même la notion même de résidence secondaire n'existe plus, puisqu'il faut limiter au maximum l'étalement urbain et les constructions neuves qui consomment et émettent beaucoup de CO2 dans leur production, eh bien, chaque résidence est une résidence principale, il n'y a plus de résidence secondaire. On est dans un monde où on a réduit fortement notre mobilité. On a réduit d'1 tiers le nombre de kilomètres parcourus par personne et plus de la moitié des trajets se font à pied ou à vélo, justement pour limiter nos émissions de CO2. Donc là encore, pour les entreprises, non seulement de ce secteur, mais pour toutes les entreprises qui ont des salariés qui viennent travailler sur site, forcément, la question de la mobilité est prégnante. On est dans un monde où règnent les low-tech, comme on dit, et je tiens à rappeler que dans low-tech, il y a
tech, hein. Donc, il ne s'agit pas il s'agit d'inventer de nouvelles technologies, mais beaucoup plus sobres, et de développer de nouvelles compétences de réutilisation, de réparation. Et on est dans un monde où on a un usage sobre du numérique et donc finalement, la consommation des data centers, elle reste stable par rapport à aujourd'hui. Donc on est à un usage où on arrête de développer le numérique par rapport à aujourd'hui. On considère qu'on a atteint un palier suffisant pour répondre à nos besoins. Donc là aussi, c'est un monde qui va forcément impacter la façon de produire et de consommer. Voilà donc pour ce monde de génération frugale, qui est un monde, vous l'aurez compris, de villes, de petites villes, de villes moyennes ou rurales, où on travaille proche de son domicile et on consomme le plus sobrement possible et on produit le plus proche des lieux de consommation. Pour le scénario 2, coopération territoriale, c'est également la sobriété qui permet d'atteindre la neutralité carbone, mais les technologies font également leur apparition. Et au lieu d'être dans une sobriété finalement individuelle, on est plus dans une économie du partage. Si je reprends par exemple la notion de l'habitat, je disais que dans le scénario 1, on ne vivait plus dans des résidences, enfin, il n'y avait plus de résidences secondaires pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Là, dans ce scénario-là, on change complètement notre façon d'habiter et on multiplie les usages. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir la notion de mètre carré individuel plus limité, mais un mètre carré collectif partagé beaucoup plus fort. Très concrètement, vous habitez dans un îlot où vous aurez accès, par exemple, à une cuisine dînatoire pour accueillir 12 personnes que vous aurez réservées le soir où vous en avez besoin et que vous laisserez à d'autres le soir où vous n'en avez pas besoin. Et voilà, c'est une approche très différente de l'usage. Pareil pour les biens de consommation, pareil pour la mise à disposition des véhicules que vous partagez finalement avec ceux qui habitent dans votre même îlot urbain ou dans votre même quartier. Alors, il y aura quand même des efforts de sobriété qui devront être faits au niveau individuel, hein. On divisera de toute façon notre consommation de viande, ça on devra la diminuer, mais seulement par 2, entre guillemets, par rapport au scénario 1 qui l'a divisé par 3. En termes de mobilité, on est plus sur une mobilité maîtrisée. Le premier scénario était sur une réduction forte. Là, on est sur une mobilité maîtrisée, mais le nombre de kilomètres parcourus par personne, il baisse quand même de 17%. Et près de la moitié des trajets se font quand même à pied ou à vélo. On encourage cette mobilité décarbonée. Et cette coopération, cette économie du partage, de la fonctionnalité, on la voit également au niveau de la gouvernance entre les régions. Les régions, en fait, coopèrent entre elles et produisent en fonction de leurs atouts, de leurs gisements et de leurs besoins et échangent entre elles. Donc, c'est vraiment un monde de villes moyennes avec des territoires et des villes moyennes qui coopèrent entre elles. Et donc un monde de croissance finalement qualitative où la réindustrialisation se fait sur des secteurs clés en lien avec les atouts des territoires. Sur le scénario 3, alors là, dans ces 2 scénarios, les puits naturels de carbone, dont je parlais au tout début, hein, arrivent, si on les a préservés, à capter nos émissions de CO2. Après, quand on commence à passer sur les scénarios qui misent davantage sur les technologies que sur la sobriété, là, on rentre dans effectivement un monde où les puits technologiques vont devoir être activés. Les puits technologiques, c'est la séquestration de CO2 en sous-sol, voire le captage de CO2 dans l'air. Ce sont des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui. La séquestration de CO2 en sous-sol, elle n'est pas mature, j'ai envie de dire, économiquement, c'est-à-dire que c'est difficile de trouver les endroits où on arrive à la fois à produire, capter et stocker le CO2 avec aussi l'enjeu d'acceptabilité sociale que ça pose. Et puis, donc, il y a une quinzaine d'opérations dans le monde aujourd'hui. Et le captage de CO2 dans l'air, là, on est vraiment sur de la R&D aujourd'hui. Et je vous rappelle que c'est en 2050, donc dans 26 ans, qu'on devra atteindre cette neutralité carbone. Donc, il reste peu de temps pour développer ces technologies. Donc, c'est pour ça que dans le scénario 4, notamment, on va parler de Paris. Mais si je reste sur le scénario 3,
Là, effectivement, les technologies commencent à prendre le pas sur la sobriété. C'est un monde qui ressemble un petit peu au monde d'aujourd'hui, mais qui aura continué sur cette tendance en 2050, donc qui sera quand même différent. C'est un monde de croissance verte. Donc, on compte finalement sur les technologies pour venir décarboner nos modes de production. Alors, il y a quand même un effort de sobriété qui est fait, notamment sur la consommation de viande, on y revient toujours, qui baisse de 30%. Par rapport au poste de l'habitat, ben là, on est dans une logique de déconstruction et de reconstruction, mais on reconstruit en bâtiment basse consommation pour la moitié des logements. C'est le premier scénario où on se déplace plus qu'aujourd'hui. On augmente de 13% le nombre de kilomètres parcourus par personne et donc on décarbone cette technologie avec notamment un essor du véhicule électrique. On cible donc sur les technologies les plus compétitives pour décarboner et puis le numérique est au service de l'optimisation et de la technologie. Donc, les data centers, leur consommation était stable dans les 2 premiers scénarios. Là, ils consomment 10 fois plus d'énergie qu'en 2020. On est donc dans une logique de croissance verte, des métropoles qui sont en concurrence entre elles, avec donc un cadre de régulation qui est minimum. Et on décarbone en utilisant tous les leviers possibles et toutes les technologies qui sont à notre disposition pour répondre à nos besoins qui auront quand même diminué par rapport à la consommation de masse où on est aujourd'hui. Et enfin, le dernier scénario s'appelle le pari réparateur. Pourquoi c'est un pari? C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que là, on continue un mode de vie de consommation de masse. Donc, la sobriété a disparu, la consommation de viande reste stable. La construction neuve, on reste dans une logique d'étalement urbain. Par contre, ce sont donc des équipements qui se multiplient avec des appartements ou des logements truffés d'innovations technologiques, de domotique, etc., pour essayer de réduire au maximum les émissions. On se déplace encore plus, plus 28% de kilomètres par rue, plus vite, il y a seulement 20% des trajets qui se font à pied ou à vélo. Et donc, finalement, dans le scénario 3, on est dans une croissance économique carbonée. Et donc, pour capter ces émissions de CO2, là, on a absolument besoin de CCS, le captage et stockage de CO2, et de DAX, le captage de CO2 directement dans l'air. C'est ça le DA du DAX, Direct Air CCS. Donc, voilà, ces 2 technologies, on mise sur elles pour réparer et venir capter nos émissions. Parce que sans ces 2 technologies, avec le mode de consommation et de production du scénario 4, on n'arrive pas à la neutralité carbone. Donc voilà un petit peu ces 4 scénarios. Alors, le but, ce n'est pas de prendre parti sur un de ces 4 scénarios, mais c'est de vraiment comprendre ces 2 leviers, la sobriété d'un côté et les technologies de l'autre. Et il y a quand même des résultats communs à ces 4 scénarios pour vous permettre de projeter votre entreprise en 2050 que je voulais partager avec vous. Le premier résultat commun, c'est que quel que soit le scénario, on est sur des paris humains et ou technologiques très forts. Et donc, il est urgent d'agir dès maintenant parce qu'il y a une vraie transition à faire. Et on voit que tous les secteurs sont concernés. C'est vraiment une approche systémique qu'il faut avoir. Donc, quel que soit le domaine où votre entreprise intervient, elle sera concernée par cette transition qui doit être effectuée à la fois dans sa chaîne de valeur, mais également dans tout le mode de production et donc de consommation qui est dans ces scénarios. Donc, tous les secteurs vont être concernés, toutes les entreprises vont devoir faire cette transition et tous les échelons de l'entreprise sont concernés. Il faut vraiment avoir cette approche systémique. On voit que tous les secteurs sont liés entre eux. Et il faut vraiment finalement que cette notion de transition, elle irrigue toutes les décisions qui sont prises et donc toucher l'ensemble des salariés. Mais là, vous aurez un exemple après ma présentation qui sera très parlant sur comment ça a été fait dans une entreprise. Donc, j'en dis pas plus, mais effectivement, c'est vraiment très important de toucher tous les échelons pour mobiliser, pour réussir cette transition écologique. Alors forcément, si je reviens à ces scénarios, les 2 scénarios qui apparaissent plus risqués, c'est le scénario 1 qui peut être clivant socialement et puis le scénario 4 qui est un vrai pari sur la faisabilité technologique.
Les scénarios 2 et 3, qui reposent davantage sur les deux jambes, sobriété et technologie, sont par structure, par définition, moins risqués. Mais en tout cas, quel que soit le scénario, il faut agir immédiatement. Et ce que je disais au début, il faut préserver le vivant parce qu'on a besoin de ces barres vertes que vous voyez sur le graphe, de ces puits naturels qui vont venir capter nos émissions de CO2, les barres oranges. Donc, on voit qu'il faut non seulement, bien sûr, les baisser, elles baissent drastiquement dans les 4 scénarios, mais ensuite, il faut venir les capter, soit avec les barres vertes suffisent dans les scénarios 1 et 2, et puis dans les scénarios 3 et 4, et surtout dans le 4, on voit les CCS et les puits technologiques apparaître parce qu'on utilise davantage notre biomasse, et donc il faut venir compenser avec ces technologies. Mais quel que soit le scénario, la demande baisse, la réduction de la demande en énergie, comme je le disais au début, la consommation finale d'énergie, elle baisse drastiquement dans les 4 scénarios, même dans le scénario 4, vous le voyez là. Alors, elle va baisser soit par la sobriété, soit par l'efficacité énergétique, soit par les deux. Mais ça sera vraiment la réduction de la demande, c'est le facteur clé de la demande et de la demande en énergie, c'est le facteur clé de l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, cette sobriété qui nous a aidé à passer l'hiver, en fait, il faut qu'elle-même passe l'hiver et qu'elle dure jusqu'en 2050. Mais dans tous les cas, il y a une nécessité d'une modification radicale des modes de vie, donc des modes de consommation, donc des modes de production, et donc, encore une fois, le rôle des entreprises est crucial. Et enfin, les 4 scénarios bouclent et atteignent la neutralité carbone, mais la pression sur les ressources naturelles, elle varie considérablement d'un scénario à l'autre. Là, vous avez l'exemple des besoins en eau pour l'irrigation. Forcément, entre le scénario 1 et le scénario 4, où le scénario 1 est très sobre et le scénario 4, on est sur de l'agriculture intensive, et forcément, les besoins en eau pour l'irrigation, ils augmentent de façon très conséquente. Donc, les modèles bouclent pour le CO2, mais attention à la pression sur les ressources naturelles en fonction des scénarios. Et enfin, dernier message, quel que soit le scénario choisi, c'est la fin des énergies fossiles. Tout est basé sur des énergies renouvelables, entre 70 et 88% de l'approvisionnement énergétique. Il ne faut pas oublier les énergies renouvelables chaleur, la géothermie par exemple. On a tendance à toujours se focaliser sur les énergies renouvelables électriques, mais les énergies renouvelables chaleur seront très importantes. Et puis la part croissante de l'électricité dans tous les scénarios, parce que c'est grâce à l'électricité et à la production d'une électricité décarbonée qu'on arrivera à décarboner la mobilité et à décarboner également les process industriels. Sachant que pour la mobilité, il n'y a pas que les véhicules électriques, il y a surtout, avant tout, baisser nos déplacements le plus possible. Quand ils ont lieu, les faire par des mobilités actives, la marche ou le vélo. Et quand on doit prendre son véhicule, effectivement, avoir un véhicule le plus efficace possible et le moins émetteur de CO2, et surtout sortir de l'autosolisme, comme on dit à l'ADEME, c'est-à-dire arrêter d'être seul dans son véhicule et le remplir au maximum en développant notamment l'autopartage. Voilà un petit peu les messages communs que je voulais vous transmettre aujourd'hui, quel que soit le scénario choisi, et on voit vraiment que tous les secteurs sont concernés et que la façon de travailler et également de vivre va changer radicalement si on veut s'approcher de cette neutralité carbone. Et pour en savoir plus, vous avez effectivement ce site Internet où vous aurez tous les rapports, et puis je vous encourage à aller voir les feuilletons pour votre secteur d'activité en particulier qui pourront vous intéresser. J'ai été un petit peu long, j'ai un peu débordé le timing, je vous prie de m'en excuser et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, tu es tout excusé parce que c'était vraiment très, très éclairant. Merci beaucoup pour ce panorama des 4 grands scénarios de l'ADEME. J'ai quelques questions, mais d'abord, une des questions du chat, c'est la question des biens importés. Est-ce que les scénarios que tu as présentés ou est-ce que les graphes que tu as présentés prennent en compte surtout les émissions dites territoriales, donc au niveau du territoire français, ou aussi plus globalement ce qui est importé et donc ce qui a en particulier une production dans des pays qui ont potentiellement une production plus carbonée que la nôtre.
Oui, c'est une très bonne question. Et alors là, ce sont les émissions sur le territoire métropolitain. Mais effectivement, notre consommation et de biens importés est crucial pour atteindre cette neutralité carbone. Et effectivement, je vais reciter François Gémen aussi, mais il ne s'agit pas d'être un îlot décarboné dans un monde carboné. La neutralité carbone, elle doit être atteinte à l'ensemble, à l'échelle de la planète, effectivement. Très bien. Alors, j'ai une question sur le lien avec les entreprises, hein, pour un peu faire la transition vers l'intervention de François ensuite. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, soit à titre personnel ou au titre du point de vue de l'ADEME, quels sont les principaux leviers qui font qu'une entreprise engage une transformation? Parce que tu l'as rappelé, hein, cette transformation, elle aura lieu de toute façon parce que voilà, les contraintes sont là, l'environnement va évoluer, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise voilà, s'engage, anticipe cette transformation, encore une fois, qui va être assez radicale dans la plupart des secteurs, hein, tu l'as dit. Voilà, quels sont voilà, les leviers? Qu'est-ce qui fait qu'on constate que les entreprises voilà, vont très loin? J'allais dire d'elles-mêmes, hein, je ne parle pas de l'État qui modifie la réglementation auquel les entreprises ensuite s'adaptent, mais voilà, qu'est-ce qui fait que les entreprises se mettent en mouvement, comprennent l'ampleur du sujet et se mettent en mouvement de façon volontaire, ce qui est évidemment indispensable. Oui, alors il y en a plusieurs. J'ai envie de dire que un des leviers essentiels, et puis on le voit même au titre individuel, c'est le levier économique qui est un levier puissant. Si on a atteint si on a passé l'hiver et qu'on a réussi à baisser notre consommation d'énergie, c'est parce que le levier économique et le prix de l'énergie a fait que ça a entraîné de la sobriété. Donc effectivement, quand les entreprises prennent conscience que leur modèle économique ne sera plus pérenne en 2050, quel que soit le scénario choisi, à ce moment-là, effectivement, le changement, la transition commence. Et c'est un levier effectivement assez puissant. Après, tu as également cité effectivement, bien sûr, l'État qui fixe un cap et qui fixe les règles et qui donc pousse à effectuer ces transformations. Puis j'ai envie d'en ajouter un dernier qui est également le sens que veulent les collaborateurs, que veulent donner les collaborateurs à leur travail. Et donc, on le voit notamment au niveau des jeunes diplômés, hein, puisque là, on parle en tant qu'alumni, mais j'interviens régulièrement à Audencia notamment, mais dans d'autres écoles, et je vois cette envie de donner du sens à son métier, et donc d'être dans une entreprise dont on partage les valeurs, les objectifs, et ça aussi, ça permet effectivement de mettre en mouvement une entreprise dans sa transition. Et c'est finalement cette approche, cette rencontre du top-down et du bottom-up, entre guillemets, qui va permettre à une entreprise de réaliser cette transition. Et c'est pour ça que je disais pendant la présentation que d'être puissant et d'être mobilisateur à tous les échelons dans une entreprise est crucial pour réussir cette transition. Et que si, en caricaturant, mais on ne confie ça uniquement qu'à un directeur RSE dans un bureau, c'est pas comme ça que l'entreprise fera sa transition. Ça doit irriguer vraiment toutes les décisions et tous les échelons. Merci beaucoup, Raphaël. On est évidemment à l'Unifor de Planète totalement en phase avec ça, et donc vous verrez le témoignage de François qui, on l'espère, hein, vous inspirera au niveau de tous les participants à ce webinaire, hein, pour que voilà, vous aussi, vous soyez un acteur de changement dans votre entreprise. Alors, il y a des questions de nouveau sur la question internationale, pour pas qu'on soit un îlot décarboné justement. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des travaux similaires qui ont été faits dans d'autres pays? Ou alors est-ce qu'il faut que vraiment la France inspire justement les autres pays à faire des scénarios de ce type? Alors,
nous, on s'est inspiré des scénarios du GIEC sur le rapport 1,5 degré qui finalement mettait en récit ces scénarios. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui parce que l'ADEME est connue pour son expertise technique, mais c'est finalement quand on met en récit et quand qu'on arrive à parler et à toucher et à sensibiliser le plus grand nombre. Donc le GIEC l'a fait, on l'a fait. Je pense qu'il y a des ADEME d'autres pays qui le font également ou qui travaillent sur ces sujets. Il y a même à des niveaux plus micro, des régions et même des villes, voire des communes qui font ces scénarios prospectifs d'ailleurs, dans les feuilletons que je présentais, il y a un feuilleton territoire qui vise justement à inspirer et à mettre en exergue des exemples qui ont lieu dans certaines régions ou de villes qui visent la neutralité carbone et qui donc font différents scénarios et qui ont cette approche systémique qui est vraiment nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de... là, je prends ma casquette d'ancien directeur régional adjoint, mais il y avait effectivement beaucoup de plans qui existent, mais qui sont parfois trop en silo, avec un plan climat, air, énergie d'un côté, avec un plan local d'urbanisme de l'autre, etc. Et également, dans les entreprises, il ne faut surtout pas que la stratégie RSE elle soit décorrélée du business. Il faut qu'au contraire, elle soit très transverse et touche toute la chaîne de valeur, et y compris le scope 1, 2 et 3, comme on dit dans le jargon, et pas seulement le scope 1. Donc effectivement, je me perds un peu là parce que j'ai fait une petite digression, mais c'est très important que cette échelle qu'on ait une approche systémique à tous les échelons, et y compris à toutes les échelles, qu'elles soient nationales ou locales. Et je vous encourage à aller voir le feuilleton territoire qui montrera des exemples. Très bien. Alors, juste une dernière question avant de passer à l'élection plus générique et de donner la parole ensuite à François. Est-ce qu'à ta connaissance, mais là tu réponds 30 secondes parce qu'on pourrait y passer des heures, un des 4 scénarios est privilégié au niveau des décideurs politiques en France aujourd'hui? Alors, nous, on ne prend pas parti dans les 4 scénarios. On les a mis sur la table en novembre 2021, justement volontairement pendant le débat préélectoral des élections présidentielles. Donc voilà, nous, notre rôle à l'ADEME, c'est vraiment de le mettre sur la table et de dire attention aux risques que vous prenez si vous misez sur un scénario 1, par exemple, qui peut être clivant socialement, ou un scénario 4, qui est un vrai pari technique. Et donc, voilà, nous, notre prise de position, entre guillemets, elle va être uniquement sur le niveau de risque, où clairement, les scénarios 2 et 3 sont moins risqués que les scénarios 1 et 4. Après, voilà, on laisse les décideurs politiques prendre les décisions, mais là encore, il faut pas croire que ce n'est que une décision politique, c'est un changement profond de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de production, et on a, nous, citoyens, entrepreneurs, les leviers, un grand nombre de leviers, pas tous, il faut une planification, il faut des infrastructures, etc. Mais on a quand même un grand nombre de leviers déjà accessibles pour commencer à agir dès maintenant. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Puis je voyais dans la discussion qu'il y a beaucoup de questions sur les outils, les accompagnements, etc. Donc là, j'ai juste envie d'en dire deux. Commencer par un diagnostic. Donc ça, par exemple, avec la BPI, l'ADEME propose le DIAG Ecoflux qui permet effectivement, ou le DIAG Décarbonation qui permet d'identifier tout de suite les leviers qui vont vous permettre d'agir au sein de votre entreprise. Et puis après, il y a des démarches plus complètes comme la démarche ACT que porte l'ADEME. ACT, c'est ACT pour Assessing Carbon Transition. Donc là, c'est quelque chose d'européen, mais qui est porté en France par l'ADEME et qui peut accompagner les entreprises dans leur transition. Tout à fait. Merci beaucoup, Raphaël. J'allais juste ajouter sur ces questions que je vous encourage à aller sur le site d'Alumni for the Planet. Vous verrez, c'est assez simple. Il y a une rubrique qui s'appelle J'agis et dans laquelle vous retrouvez justement ces outils que vient de citer Raphaël, donc à la fois pour faire le bilan, l'état des lieux, et puis pour définir une stratégie, donc notamment les outils, les méthodes qui sont promis par l'ADEME, la méthode ACT, évidemment. Voilà. Merci beaucoup.
Raphaël, hein, c'était extrêmement complet, extrêmement précis, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et donc, c'est une très bonne entrée en matière pour maintenant donc, passer la parole à François, voilà, qui est chez La Massif depuis voilà, un certain temps et qui a, depuis quelques années, donc, engagé des actions qui, vous allez le voir, sont potentiellement très impactantes, hein, il va nous les décrire, et qui par ailleurs est très investi dans une association et il a lié les deux. Hein, donc voilà, c'est un témoignage extrêmement riche. Et je vous propose tout de suite, voilà, François, je te donne la Merci. parole. Merci à toi, François. Merci Michel, merci Raphaël, c'était très intéressant et complémentaire effectivement. Alors, je me suis permis de de me projeter comme ça, c'est pas une question d'ego, c'est juste pour effectivement se dire que le changement, et l'engagement commencent par soi, hein, j'aime bien, Julien Vidal qui a écrit un livre sur «Ça commence par soi», ou Gandhi qui disait, beh: «Soyez le changement que vous voulez être, hein, incarnez-le». Donc effectivement, ça va être essentiel en tant que dans une entreprise qu'il y ait des salariés qui s'engagent, qui se questionnent par rapport au sens, hein, au sens de son travail, au sens de son existence même, hein, une vraie raison d'être finalement personnelle qui peut faire écho finalement à une raison d'être d'un collectif, hein, et c'est ça aussi en vieillissant, que sur quelque chose sur lequel je cherche un alignement personnel de plus en plus fort. Et pour ça, pour rentrer dans le cercle vertueux, je me sers de l'acronyme YES pour yoga, écologie, solidarité. Un yoga que je pratique maintenant quotidiennement. Écologie, j'en suis de plus en plus sensible. Et solidarité, vous allez le voir, ça va être un élément clé, un domaine clé pour amener les changements qui sont quand même extrêmement importants qu'on doit mener ensemble. Et du coup, à titre personnel, hein, ça fait quelques années que j'ai cette conscience écologique qui se développe. J'ai fait des ateliers d'automne, de la fresque du climat, inventons nos vies bas carbone. Et du coup, je me suis vraiment questionné sur mes pratiques, sur mon alimentation, sur mes déplacements, sur mon logement, etc. Et effectivement, en quelques années, donc j'ai diminué assez sensiblement mes émissions de gaz de CO2, hein, sachant que la moyenne française est à peu près 10 tonnes. Et effectivement, d'ici 2050, pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait qu'on soit tous en moyenne à 2 tonnes. D'accord. Donc là, je suis passé en 3 ans de 10 tonnes à 6 tonnes, hein, en privilégiant par exemple le train dans mes déplacements, en mangeant quasiment plus du tout de viande, voilà, en diminuant fortement, en isolant fortement mon logement, etc. Je prends plus l'avion. Et j'en suis très heureux. C'est ça aussi qui est intéressant puisque j'ai une croissance de mon impact positif, hein, parce que je m'implique, j'ai pris un temps partiel pour m'engager, donc je m'implique de plus en plus pour le monde associatif, hein, pour mon entreprise, mais aussi pour le monde associatif. Et dans ce cadre-là, ce que je vais vous présenter aussi, je suis à l'initiative d'une fresque de l'emploi durable pour mettre du lien entre justement l'emploi, écologie et solidarité. Et justement, fresque dans lequel mon entreprise maintenant, que j'ai créée dans le cadre associatif, et dans lequel mon entreprise maintenant est partenaire, La Massif. Alors, effectivement, par rapport à une raison d'être personnelle, je pense que c'est important quand on travaille dans une entreprise qu'on soit le plus aligné possible avec la raison d'être de ce collectif. Et moi, j'ai la chance, effectivement, de travailler depuis 25 ans maintenant dans une mutuelle d'assurance, donc la Massif, qui a été créée dans les années 60 par Jacques Vendier, qui est un X des années 50. C'était une figure de proue du mutualisme, et il disait une phrase que j'aimais bien, c'est reprenez, alors faites le métier pour lequel vous êtes payé, et faites aussi quelque chose pour lequel vous n'êtes pas payé. C'est reprenez à votre compte l'idéal mutualisme qui animait ses fondateurs. Et ça, je pense qu'effectivement, cet engagement profond finalement par rapport au mutualisme, et mutualisme, c'est un mot qui me plaît beaucoup parce que c'est un mot extrêmement écologique, hein. Le mutualisme dans la nature, c'est l'entraide entre les espèces. Et plus la terre est pauvre, le sol est pauvre, plus le mutualisme va être important pour que les espèces s'entraident et survivent. Et c'est un peu ce qui nous arrive à tous finalement. On aura de moins en moins de ressources, donc il va falloir qu'on applique le mutualisme pour s'entraider et pour survivre collectivement. Il y a 3 engagements au sein de cette structure, cette entreprise qui me plaisent aussi, qui résonnent par rapport à mes propres engagements. C'est préserver l'environnement et la biodiversité, c'est soutenir les publics fragiles et accompagner la jeunesse.
Et enfin, une raison d'être, donc protéger le présent et permettre l'avenir, dans lequel aussi j'arrive à m'incarner parfaitement. Ensuite, je suis engagé, effectivement, je suis vice-président d'une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage, qui accompagne depuis 40 ans les chercheurs d'emploi vers l'emploi. Elle a été créée par quelqu'un qui est encore président d'honneur à l'association, qui a 80 ans, mais qui est extrêmement inspirant. Il a fait l'ENA en 69, il a été commissaire au plan sous Jacques Delors, c'est lui qui a mis en place le RMI en France, et puis il a toujours été avant-gardiste par rapport à ces enjeux aussi liés à la sobriété. Notamment, il a écrit un livre qui s'appelle une société en quête de sens en 95, L'abondance frugale, où il prenait déjà la croissance de l'être et une décroissance de l'avoir en 2010, et le choix de sobriété coécrit avec pas mal d'auteurs, dont Pablo Servine en 2021. Il est aussi à l'origine du Pacte civique, qui est à l'initiative, c'est un think tank qui est notamment à l'initiative de Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une très belle association. Il y a 3 engagements dans cette association. Donc, c'est effectivement accompagner les personnes vers l'emploi. Donc, on accompagne chaque année près de 4000 personnes pour les amener vers l'emploi. C'est développer une citoyenneté agissante au travers les 2000, un peu plus de 2000 bénévoles qui composent cette association, et accélérer la transformation par des emplois durables. Donc ça, c'est assez nouveau pour l'association, mais on souhaite vraiment être une association qui va accélérer le changement, qui va accompagner les personnes vers des emplois qui seraient à la fois sains pour eux et sains pour la planète. Et la raison d'être de l'association, c'est rendre possible l'accès à un emploi choisi. Donc aussi une raison d'être qui me parle. Donc, en résumé, moi-même, je me suis posé la question à un moment, mais c'est quoi ma raison d'être, ma raison de vivre finalement, hein? C'est diffuser des solidarités nouvelles, hein, envers les autres, le vivant et les générations futures. Et une raison d'agir, c'est réconcilier l'emploi, l'écologie et la solidarité. Et ça, c'est à toutes les échelles, que ce soit au niveau personnel, au niveau de l'entreprise ou au niveau de mon engagement associatif. Pour ça, effectivement, j'ai continué, bien sûr, à avoir une activité professionnelle. Je suis encore à 80% dans mon entreprise, mais j'ai pris un temps partiel depuis un peu plus d'1 an et demi pour le consacrer à l'association et notamment à la création de ce que je vais vous présenter, la fresque de l'emploi durable. Et je donne en plus 50% de mon temps perso, hein. J'ai des enfants maintenant qui sont autonomes, donc je peux le consacrer ce temps du coup aux autres, et 50% de mon temps perso, que ce soit le week-end ou les vacances, à l'association. Et du coup, voilà, j'essaye d'incarner effectivement cette notion de mutualisme qui va être indispensable. Il faut absolument que la majorité des salariés, notamment ceux qui peuvent se permettre, hein, qui ont des métiers, des emplois relativement sains pour eux et sains pour la planète, qui puissent du coup œuvrer pour aider les autres dans leur changement. Alors pourquoi c'est important que cet alignement il résonne avec l'urgence, hein, de la situation actuelle, hein. Donc Raphaël le rappelait, hein, mais un monde, si effectivement on ne respecte pas les accords de Paris, hein, donc si on ne fait pas un changement quand même assez drastique de notre façon de vivre aussi, hein, le monde à plus de 2 degrés, il sera en partie plus assurable, hein. En tant qu'assureur, on est bien placé pour le savoir, hein. Économiquement et humainement très instable. Donc effectivement, il y a un risque énorme après par rapport à la pérennité des générations actuelles et surtout futures, et des changements qui vont être de plus en plus subis et non pas choisis. Actuellement, on peut encore faire des changements choisis, hein, si effectivement on arrive à amener collectivement ce changement, donc à être plus dans une démarche de prévention plutôt que effectivement dans une démarche de réparation qui va nous coûter beaucoup plus cher. Un alignement par rapport à l'urgence de la situation actuelle. Donc, d'un côté, effectivement, il y a le monde du travail qui est préoccupant. Donc, plus de 5 millions de personnes qui sont encore privées d'emploi, hein. Plus effectivement des burn-out, des mal-être au travail, l'éco-anxiété qui se développe, une perte de sens, et pour certaines entreprises, des difficultés de recrutement. Et puis de l'autre côté, effectivement, Raphaël l'exprimait très bien, c'est les limites climatiques, et au-delà de climatique, c'est les limites planétaires, hein, et notamment on parle aussi de l'effondrement de la biodiversité qui est une catastrophe. Et du coup, il y a une nécessité de changer. Et nous, ce qu'on essaye de pousser, hein, que ce soit ce que j'essaye de pousser moi au sein de l'entreprise comme au sein associatif, c'est que ce changement peut être une chance. S'il est perçu par le plus grand nombre, pour arriver vers un monde qui serait plus sain pour soi et plus sain pour la planète. Et comment réunir ces trois notions qui sont essentielles, qui sont l'emploi, l'écologie et la solidarité. Le GIEC le dit, hein, le GIEC le dit, sans justice sociale, on n'y arrivera pas.
la nécessité effectivement de faire ce lien et l'emploi va être au cœur du changement, hein, parce que si nos pratiques changent, les emplois vont changer. Il y en a qui vont disparaître, d'autres qui vont se créer. Donc ces trois mots doivent être réunis pour effectivement pousser et à faire en sorte que ce Je changement sais pas soit. comment c'était On a, intéressant. on s'est appuyé donc sur des travaux donc pour on a imaginé, on a constitué un collectif et on a imaginé la création d'une fresque de l'emploi durable justement. Et pour ça, on s'est appuyé sur les travaux du Shift Project qui propose effectivement une stratégie bas carbone et surtout qui ont simulé l'impact et projeté l'impact d'ici 2050 sur les emplois. Effectivement, par exemple, pour décarboner l'agriculture, il va falloir sortir de l'agro-industrie pour donc limiter au maximum les pesticides et les engrais pour aller vers l'agroécologie. Et dans ce cadre-là, c'est 500 000 emplois en plus. Par contre, dans l'industrie automobile, avec l'arrêt du thermique, on estime à 300 000 emplois en moins. Et 200 000 en plus dans l'industrie du vélo, etc., etc. Donc on voit qu'il y a des mouvements qui vont être extrêmement importants. Et l'idée, c'est effectivement comment, en tant qu'association, mais aussi après en tant que mutuelle d'assurance, c'est comment on peut œuvrer pour accompagner ce changement et le faciliter finalement. D'où l'idée de cette fresque de l'emploi durable qui c'est le pendant de la fresque du climat, mais sur le côté, effectivement, accompagner vers des emplois qui seraient compatibles avec la stratégie bas carbone. Et pour ça, ça nécessite effectivement, comme je vous le disais, un accompagnement solidaire hein, pour effectivement amener ces changements à être acceptables par le plus grand nombre. Donc cette fresque qui a été initiée dans le cadre associatif, mais qui est maintenant donc aussi dont la Massif maintenant est partenaire. C'est pour ça finalement j'œuvre bénévolement auprès d'une association. Et après, cette création est réutilisée et valorisée par mon entreprise. Donc c'est ça qui est assez vertueux. Et je pense que de plus en plus, en tant que salarié, on a cette possibilité de s'engager dans son entreprise, mais aussi en dehors. Et c'est peut-être parfois en dehors qu'on fait encore plus bouger les lignes intérieurement. Donc c'est cette agilité-là qui est intéressante à partager. Donc cette fresque, très rapidement, c'est un jeu de rôle. Hein. On simule on simule 3 ans d'accompagnement, 2 personnages qu'on a créés. Au départ, ils sont dans une situation, ils ont des métiers qui ne sont pas très sains pour eux ou elle n'est pas très sain pour la planète. Et les joueurs ont 3 heures pour les accompagner vers une situation plus saine pour elles ou eux et plus saine pour la planète. Donc on l'a créé derrière hein, via un petit collectif de personnes engagées, tous c'était bénévoles, donc certains au sein de l'association pour laquelle je suis engagé, mais pas que cette association, il y avait des bénévoles de l'association des shifters, ou des personnes, donc que des personnes très engagées. Et le fait que j'ai pris un temps partiel, ce qui est intéressant, c'est que ça a donné envie effectivement à d'autres personnes du coup de s'engager pour œuvrer et imaginer ce dispositif, cette création de cette fresque dans l'emploi durable. Donc là, c'est les différents cheminements de la fresque, hein, mais le mieux, c'est que vous puissiez la tester hein, si vous le souhaitez. Donc, je resterai en contact si vous voulez la découvrir un peu plus. À qui elle est destinée? Donc, c'est à tous les établissements d'enseignement. Donc là, on voit que du coup, mon engagement va au-delà de mon entreprise, hein, puisque aujourd'hui, il y a par exemple Audencia, hein, qui est partenaire de la fresque de l'emploi durable. Il y a l'école de management de Grenoble, il y a Sciences Po Lyon, là, il y a l'école centrale de Nantes. Il y a de plus en plus d'acteurs, effectivement, qui sont partenaires de ce dispositif. Il y a des entreprises, hein, comme la Massif, mais de plus en plus d'autres entreprises aussi qui sont partenaires, des cabinets de conseil. On a Imagreen, qui est un cabinet de conseil en transition, qui nous soutient aussi. Les services publics de l'emploi, qui vont être des acteurs clés dans ce changement. Hein. Donc, Pôle emploi, l'APEC, les missions locales aussi, doivent effectivement aussi accompagner les personnes vers ces emplois durables, hein, utiles à la transition écologique, sinon le changement, ce ne se fera pas. Et puis, toute personne en questionnement ou en recherche d'emploi. Les impacts de cet outil pédagogique qui a été créé et qui est déployé du coup dans par ces différents acteurs, c'est éveiller les consciences hein, pour effectivement faire prendre conscience au plus grand nombre du lien étroit entre emploi, écologie, solidarité, favoriser l'imaginaire, imaginer des métiers de demain, les métiers verts ou verdissants, ou valoriser les métiers existants, faire vivre un accompagnement solidaire aux participants et développer une communauté résiliente pour que les gens, au-delà des 3 heures, aient envie de s'entraider et pour le passage à l'action.
Donc ça, c'est les différents partenaires avec qui déjà on travaille, sachant qu'on l'a créé l'année dernière et on la déploie depuis cette année. Et ce qui est intéressant par rapport à mon engagement personnel, c'est qu'à partir d'un changement personnel, d'un engagement personnel fort, du coup, ça suscite l'adhésion d'autres personnes, hein, de manière spontanée, de manière finalement bénévole dans ce cadre-là. Et du coup, ça nous a permis de co-construire cet outil pédagogique, cette fresque de l'emploi durable. Donc ça, c'est assez vertueux. Par exemple, il y a une agence de com, moi je suis sur Niort, qui, au regard de mon engagement, m'a proposé de donner des temps de ces créatifs pour nous aider à faire les cartes de qualité professionnelle. Voilà. Ensuite, ça impulse une adhésion au sein de collectif, le fait effectivement de soi-même changer et s'engager. Et cette fac, par exemple, elle a contribué au départ au sein de cette association, la Solidarité Nouvelle face au chômage. J'étais un peu le seul à parler d'écologie, parce que c'est une association où on accompagne les chercheurs d'emploi. Donc les autres administrateurs me disaient, mais qu'est-ce que tu nous parles d'écologie? Il n'y a rien de ça, il n'y a rien à voir, etc., avec l'emploi. Et grâce à l'outil pédagogique, on a pu les convaincre, hein, les différents bénévoles, du lien qu'il y a de manière extrêmement forte entre emploi et écologie. Et la nécessité de re-questionner aussi le rôle de cette association pour qu'on accompagne effectivement à la fois les chercheurs d'emploi, mais aussi avec cette tension positive d'un accompagnement qui irait vers des emplois plus durables. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ma propre entreprise est maintenant partenaire et commence à la déployer auprès de ses salariés et des délégués. Et puis d'autres partenaires, comme je vous le disais. Et du coup, voilà, donc ma raison d'être de diffuser des solidarités nouvelles, je l'incarne et je la vis, ça c'est extrêmement enthousiasmant, au travers donc ce déploiement et au travers ce genre d'invitation à ce type de webinaire, puisqu'effectivement ça permet de montrer que c'est possible, quoi. Il faut y croire, effectivement, comme dit Raphaël, ça va être difficile. C'est difficile, mais effectivement, on doit y croire pour soi, pour les générations futures, et on peut effectivement rendre ce changement enthousiasmant. Si on y met effectivement du cœur, du coup, et de l'énergie, on peut rendre ces changements extrêmement enthousiasmants. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si, et je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup, François. Je voulais peut-être te demander, François, ce qui intéressera beaucoup les participants. Donc finalement, ce que tu vas faire, c'est de déployer cette fresque de l'emploi durable, sachant qu'il y a beaucoup d'autres ateliers, beaucoup d'autres fresques qui existent, qui sont des outils pour tous les participants à ce webinaire. Je le redis, voilà, c'est un exemple qui vous est donné, mais il y a énormément de fresques, la plus connue étant la fresque du climat, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent vous aider à engager des actions de ce type et les déployer à grande échelle. Est-ce que tu peux nous dire un peu, puisque je crois que l'ambition, c'est de la déployer auprès de plus d'un millier de délégués des sociétaires de la Massif, donc c'est donc à grande échelle au sein de la Massif. Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien perçu par la direction, par ta hiérarchie, et comment tu comptes convaincre tous ces délégués de suivre la fresque? Et enfin, quel impact tu penses que ça pourra avoir pour la transformation de la Massif de l'intérieur? Alors, c'est pas encore un millier, hein, en tout cas, Je crois que c'est l'objectif à voilà, terme. ça va être l'objectif à terme. Et après, effectivement, l'intérêt, c'est que ce genre de dispositif permet effectivement de trouver une forme de consensus sur le constat, d'accord, et l'envie de s'engager après. Effectivement, c'est important en interne pour et l'intérêt de le faire auprès quand on a une entreprise qui est au cœur de la problématique, puisqu'effectivement, une mutuelle comme la Massif, c'est un assureur, on assure beaucoup d'automobiles, mais on sait aussi qu'un monde à plus de degrés ne sera plus assurable. Donc, comment on fait, comment on questionne notre modèle économique, et ce genre d'initiative, effectivement, va questionner à la fois l'emploi de nos parties prenantes, donc ça va jusqu'à nos sociétaires, parce que le I de Massif, c'est industriel, donc on sait que le monde industriel va être fortement touché par ces transformations, mais aussi, du coup, nos propres métiers au sein de notre structure.
Donc ça va amener, moi j'en suis certain, ce genre de dispositif, ce type de questionnement. Et du coup, il faut commencer par quelque chose pour que ces questions soient posées et qu'ensuite, via la créativité, l'intelligence collective, on arrive à trouver effectivement des réponses et en mettant la solidarité au cœur de ce changement. Parce que sinon, effectivement, il y aura, ça ne sera pas possible. Il faut effectivement qu'il y ait de l'entraide pour que personne ne soit, et notamment en tant que mutuelle, qu'on soit là pour accompagner à la fois en interne, nos parties prenantes internes, mais aussi, entre guillemets, externes, nos sociétaires, dans ces changements-là. Et est-ce que tu penses que ça va pouvoir se déployer donc à grande échelle qui fait, Et moi, d'après toi, je que… crois, voilà, moi, ce que je constate aussi, juste quand on veut avoir un impact dans son entreprise, quand on fait quelque chose à l'extérieur, c'est aussi intéressant parce que ça permet effectivement le fait, par exemple, que Sciences Po Lyon va déployer la fresque ou Grenoble École de Management, Audencia ou d'autres écoles, mais clairement, ça donne une crédibilité à ce qui a été fait, forte. Et du coup, derrière, une attention et une volonté de soutenir le salarié ou les groupes de salariés qui ont été à l'initiative de ça. Au début, moi, j'ai pris sur mon temps parce que j'avais pas il me fallait ce temps de dispo pour initier ces travaux et les mener jusqu'au bout. Et là, maintenant, j'essaye de mettre plus de liens entre cet engagement perso et mon engagement pro, parce que je pense que, j'en suis persuadé, il y a quelque chose de gagnant-gagnant à imaginer pour amplifier la dynamique. Et qu'effectivement, un collectif, que ce soit une entreprise, doit être, c'est comme dans la nature, connecté à tout un écosystème d'associations, d'écoles, d'autres entreprises, des acteurs publics, de l'État, etc., des collectivités locales. Et plus il y aura des salariés qui auront cette ouverture et cette connexion avec d'autres acteurs, plus ça sera bénéfique aussi pour l'entreprise. Et du coup, moi, je pense qu'il faut encourager les entreprises à laisser, entre guillemets, respirer leurs salariés, à les laisser s'engager au sein de leur collectif, mais aussi en dehors, en mettant du lien, si possible, dans une stratégie commune. Et ce lien, ça peut être une raison d'être. Une raison d'être, c'est assez puissant parce que à la fois c'est extrêmement motivant et c'est extrêmement ouvert. Et du coup, ça permet beaucoup de créativité. Pour ça que je vous ai évoqué les raisons d'être de la Massif, de SNC, et puis la mienne aussi. Concernant comment a été perçue en fait la fresque de l'emploi durable par ta hiérarchie au sein de la Massif? Donc, comment elle a été déjà, j'ai pris un temps partiel. Je savais même pas encore qu'on allait créer cette fresque. Déjà, ils ont accepté mon temps partiel parce que c'est pas forcément évident, hein. J'étais sur des projets qui demandent quand même beaucoup d'investissement, mais ils ont compris que c'était nécessaire pour mon équilibre, pour mon engagement aussi au sein de l'entreprise. Donc voilà, et après, effectivement, quand la fresque a été créée, hein, là, je suis revenu au sein de l'entreprise pour la valoriser et dire qu'effectivement, il y a un lien possible. Et du coup, mais je me présentais, non pas en tant que salarié, mais en tant que vice-président de l'association Solidarité Nouvelle Chômage et à l'initiative de cette fresque. Et du coup, c'est une autre casquette, mais c'est via cette casquette-là que j'ai été entendu et que ça a été du coup bien perçu. Voilà, donc là j'en suis là. Et j'essaye de montrer aussi, c'est intéressant aussi pour les entreprises, que les compétences que je développe à l'extérieur servent aussi l'entreprise. Et l'inverse est vrai. C'est à la fois les compétences, mais aussi les relations, les contacts, etc. Et ça aussi, c'est un bel exemple, je pense, d'ouverture qu'une entreprise peut et de confiance qu'elle peut donner à ses collaborateurs, de les laisser effectivement s'engager de cette manière. Donc là, il y a par exemple des entreprises de plus en plus qui proposent du mécénat. Donc, alors moi j'ai pris un temps partiel, donc ça a un coût perso. Après, il y a d'autres personnes qui font du mécénat en accord avec l'entreprise, et là ça peut être aussi intéressant
pour effectivement que les salariés puissent s'engager à titre soit à temps partiel, soit à temps plein auprès d'associations de manière pas forcément trop longue, mais pendant quelques mois. Florence. Peut-être, pardon, attends, juste pour Ouais. rester 2 minutes sur la question qui vient de t'être posée. Là, tu as indiqué que tu avais une casquette particulière, mais est-ce que tu peux donner un conseil aux participants au webinaire ce soir là, pour leur dire voilà, comment tu leur conseillerais d'essayer de convaincre leur hiérarchie de passer du temps à déployer à une certaine échelle une fresque, que ce soit la fresque de l'emploi durable ou d'autres fresques, parce que toutes les entreprises Oui, ne le font pas encore. En tout cas, voilà. Comment convaincre sa hiérarchie que ça vaut le coup, que c'est bénéfique pour l'entreprise, que c'est bénéfique pour les salariés pour plein de raisons. C'est ce que disait Raphaël, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le modèle économique, il ne va plus tenir. Donc, je pense qu'il faut anticiper. Hein, et voilà, et c'est le rôle des dirigeants d'anticiper. Et là, il faut anticiper. Là, avant, on parlait de très long terme. Maintenant, ça commence à faire du moyen terme. Hein. 2050, c'est pas. Et la problématique sera peut-être bien avant 2050. Donc, je pense que c'est ça. C'est entre guillemets, malheureusement, c'est un peu la peur, le risque, plutôt le risque de ne pas faire. Qui peut amener effectivement à cette prise de conscience qu'il faut sensibiliser un maximum de parties prenantes, et notamment les collaborateurs, à ces enjeux, et ensuite se mettre dans une posture collective, d'intelligence collective, pour imaginer d'autres business models. Il y a peut-être des secteurs d'entreprise qui doivent décroître, d'autres croître, et c'est ça. Et ça peut être un très beau projet collectif. Il ne faut pas le faire tout seul, il faut que l'entreprise se connecte avec plein d'autres acteurs, le monde associatif, les acteurs publics, des structures comme l'ADEME, pour effectivement que ce changement il soit incarné, soit intégré à un changement systémique beaucoup plus global. Merci beaucoup. On peut peut-être donner la parole à Florence. Merci. Merci. Oui, alors je rebondis sur vos propos précédents là, depuis la dernière intervention, justement sur la possibilité de créer des liens avec le monde associatif, le monde de l'entreprise, pour augmenter aussi l'impact, voilà, aussi bien en interne à l'interne des structures que sur les territoires. Moi, j'aimerais bien savoir dans ce cadre-là, d'autant plus qu'ici, il y a beaucoup de représentants d'entreprises, quels sont les leviers qui pourraient faciliter cette interconnexion. Alors, pourquoi je pose cette question ? Parce que je dirige une ligue de l'enseignement départemental, qui est donc une association d'éducation populaire, et je viens moi-même du monde de l'entreprise. Donc, je connais le monde de l'entreprise et ses enjeux, et je connais depuis quelques années le monde associatif et ses enjeux, et nous œuvrons aussi à notre niveau sur justement les sensibilisations et l'accompagnement au changement au sein des structures, et en particulier les structures publiques, mais pas que. Et on se rend compte que pour augmenter la surface d'impact, il serait beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus efficace que ces différents univers se tiennent la main, entre guillemets, et qu'on travaille ensemble, parce que forcément, on sera beaucoup plus efficace. Voilà. Donc moi, ma question, c'est quels sont les arguments ou les leviers qu'on pourrait activer pour faciliter cette interconnexion. Oui, c'est l'ouverture de l'entreprise sur tout son écosystème, hein, que ce soit à l'échelle d'un territoire ou plus transverse autour de thématiques. Hein. Donc l'ouverture de ses collaborateurs, effectivement des outils comme des fresques, ça peut faciliter les rencontres. Hein. Moi, dans les territoires, on organise des fresques, cette fresque de l'emploi durable, on commence à la déployer sur les territoires, et on a autour d'une fresque parfois des dirigeants d'entreprise, des acteurs par exemple de Pôle emploi, des enseignants, et du coup, sous prétexte de cette fresque, les gens se rencontrent alors qu'ils ne se rencontraient pas. Et on va commencer à imaginer des interactions sur un sujet commun qui est comment réfléchir et transformer nos emplois et accompagner ce changement vers des emplois durables. Donc ça, je pense que c'est intéressant comme dispositif parce qu'on suscite des rencontres qui ne se faisaient pas avant. Et après, effectivement, c'est une ouverture qu'on doit tous avoir hein, au sein en tant qu'individu hein, et en tant que collectif vers d'autres
avec qui on n'était pas forcément en connexion. Et en plus, du coup, on s'enrichit à chaque fois. Ouais, et Internet est aidant pour ça. Les réseaux sociaux, même LinkedIn, c'est très aidant pour susciter ces rencontres. Et si je peux me permettre de rebondir, et je pense mais vraiment pour aller dans le sens de ce que dit François. François a réussi à le faire finalement parce qu'il était même au sein de son entreprise, donc il a réussi à apporter et à faire rentrer au sein de l'entreprise ce monde associatif qu'il avait développé lui-même en parallèle. Donc mais il faut réussir à le faire de façon massive, effectivement, en organisant ces événements communs, ces actions communes. D'autant que les solutions, et je pense que c'est un message important, les solutions peuvent et sûrement viendront aussi de l'extérieur. Je dis souvent qu'effectivement, il y a beaucoup d'ingénieurs à l'ADEME qui travaillent sur des solutions techniques. Mais l'ADEME a de plus en plus aussi de docteurs en sciences économiques et sociales parce qu'on va retrouver effectivement cette approche systémique. Et moi j'interviens aussi dans des écoles d'art. Les artistes, de par leur créativité, on doit effectivement changer de trajectoire. Donc, il faut partir presque d'une page blanche et en même temps, il faut rendre aussi cette transition écologique désirable. Et donc, les artistes, par leur sens de la beauté et par leur créativité à partir d'une page blanche, ont une façon de penser qui va être très, très productive. Donc, ça, c'est juste un exemple pour dire qu'effectivement, on a besoin toujours dans cette logique d'approche systémique, de toutes les compétences, de toutes les approches pour changer de paradigme, parce que tous les aspects de notre mode de vie et donc sont touchés. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que donc il faut qu'il y ait une mise en pratique de ces événements communs et de faire rentrer les associations et autres dans le monde de l'entreprise et qu'il y ait ces échanges. Et également, j'ai envie de dire qu'elle ne s'arrête pas juste à un team building, à un événement, à une formation, et que tout le monde a trouvé très intéressante. Et puis après, on retourne dans son entreprise, business as usual. Et donc, c'est hyper important d'avoir ce suivi. J'ai bien aimé, François, ton premier slide qui disait, voilà, moi j'ai pris conscience des enjeux, et puis j'avais un métrique qui était mon empreinte carbone. Et donc, je l'ai tracé et puis je suis passé de 10 à 6 tonnes. Et voilà, c'est ces métriques qu'il faut mettre en place, ces plans d'action qu'il faut mettre en place suite à ces événements communs. Et il faut le suivre dans le temps pour vraiment transformer l'essai et pas juste avoir passé un moment enrichissant ensemble. Est-ce que, peut-être une dernière question, François, comment tu te projettes là dans quelques années? Est-ce que tu imagines que cette action que tu mènes, si on imagine qu'elle réussit vraiment en termes de déploiement important, quantitativement, auprès de tous les délégués et même au-delà, est-ce que tu penses que ça peut vraiment faire changer les choses, ça peut transformer la Massif? Ce n'est pas seulement cette action qui le fera, mais est-ce que ça peut vraiment contribuer fortement et de quelle façon? Oui, en fait, effectivement, j'espère que ça va contribuer à cette prise de conscience renforcée, puis à s'intégrer finalement à la stratégie après d'une manière ou d'une autre de l'entreprise, parce qu'effectivement, ce qui est sûr, c'est que l'accompagnement humain aux transformations, au changement des emplois, ça va être extrêmement important. Ça va être extrêmement important. Et il faut que tous les acteurs, dont les mutuelles d'assurance, soient effectivement partie prenante. Et moi, j'ai envie de jouer le rôle de facilitateur, de mise en relation, de lien entre effectivement mon entreprise, mais peut-être aussi d'autres mutuelles niortaises, mais aussi des écoles, mais aussi des structures comme l'ADEME, comme d'autres entreprises, comme d'autres associations. On travaille beaucoup avec les shifters, par exemple, pour effectivement amener ensemble le changement et susciter
des rencontres et que ce soit du gagnant-gagnant, du mutualisme, hein, comme ça se passe dans la nature, que tout le monde, enfin, un maximum de personnes soient gagnantes, et même ceux qui, entre guillemets, dans leur secteur d'activité, vont devoir effectivement changer de domaine, changer d'emploi, que ce changement soit perçu de manière et accompagné de manière la plus positive possible. Et accompagné, et peut-être qu'il y a des nouveaux services assurantiels à imaginer demain par rapport aux transitions professionnelles. Ça peut amener ce genre de réflexion. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une toute dernière question, même s'il est un peu tard. Avant, je voulais juste rappeler à tout le monde, vraiment, n'hésitez pas, voire, s'il vous plaît, renseignez le sondage. Ça nous est vraiment très utile pour évaluer l'impact de nos actions. De même qu'une entreprise fait un bilan carbone pour évaluer où elle en est, nous, on veut en permanence évaluer l'impact de ce que nous faisons. C'est notre seul intérêt. Donc, la question, je ne sais pas si je vais l'exprimer exactement comme Romuald, mais voilà, la question du lobbying. Faut-il faire du lobbying pour la cause climatique au sein de l'entreprise? Donc, moi, je reformulerais en disant, voilà, tu es militant pour la cause du changement et tu es militant dans ton association, François. Est-ce que ce militantisme, ça passe au sein d'une entreprise? Est-ce qu'il faut y aller à fond, etc. Ou est-ce qu'il faut y aller d'une façon un peu plus mesurée, etc. Ou face à l'enjeu, non, il faut y aller. Parce qu'il faut aussi faire la révolution, mais en douceur pour que ça soit accepté. Donc, je ne sais pas comment on voit les choses. Voilà. Après, je pense que c'est pas mal de s'intégrer à une approche risque, parce que l'approche risque, ça parle bien aux entrepreneurs. Donc, si effectivement on a un discours qui s'intègre vraiment à ça, et puis qu'on apporte des innovations, des solutions, des pistes, où effectivement il peut se dire non seulement ça contribue à résoudre un problème et ça apporte des pistes de solutions. Du coup, on rentre effectivement, on a à la fois une démarche risque, voire un peu qui peut être un peu critique, mais en tout cas sous la forme de risque, et puis une démarche apporteur de solutions. Et du coup, ce positionnement est plutôt, est plutôt facilitateur d'une acceptation de la direction. Et si je peux rebondir là-dessus, j'ai envie de dire aussi qu'il n'y a pas de courage triste et que pour mobiliser en entreprise, comme dans toute autre structure, il faut arriver vraiment à co-construire un cap désirable qui passe par la pérennité du modèle de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise en elle-même, par des collaborateurs qui retrouvent du sens dans ce qu'ils font, et dans leurs conditions de travail et dans leur façon de s'y rendre et de rentrer chez eux et de s'y nourrir, etc. Enfin, créer finalement un écosystème avec l'entreprise au cœur de cet écosystème, mais où finalement les collaborateurs arrivent à se projeter finalement dans un monde neutre en carbone désirable, non seulement pour l'entreprise, mais également pour eux-mêmes. Et je pense que c'est un point hyper important de ne pas s'arrêter juste à un constat qui peut être assez alarmant, qui est alarmant, mais avec des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Et comme tu l'as dit, François, au début de ta présentation, tu es très heureux dans ton nouveau mode de vie. Et je pense que ça, c'est vraiment un message à faire passer. On confond trop souvent sobriété et austérité. Et je pense que c'est hyper important de mobiliser par cet avenir désirable qui n'est pas de l'utopie, en rentrant vraiment de façon très opérationnelle. Parfois, ça relève simplement du changement d'habitude ou de la limitation de gaspillage, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une entreprise. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place de façon très opérationnelle, simple, et qui permettent de commencer cette transition. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas faire une meilleure conclusion. Donc, un très, très grand merci de la part d'Alumni for the Planet à nos deux intervenants de choc, François et Raphaël. Juste deux mots pour finir. Je redis un peu ce que j'ai dit au tout début. L'objectif, c'est de vous aider à vous engager, à passer à l'action dans votre entreprise. Donc, je pense que ce que Raphaël vient de dire en conclusion, c'est vraiment peut-être le message le plus important. C'est-à-dire que, bien sûr, toute action présente un risque, mais vous voyez dans le cas de François et dans les très nombreux autres témoignages que
nous avons lors des webinaires d'Alumni for the Planet, on voit qu'en fait, c'est bien vu, c'est accepté, c'est même bien vu, hein, ce type d'initiative. Hein, donc, n'hésitez pas. Et par ailleurs, comme vient de le dire Raphaël, c'est très enrichissant, c'est très épanouissant, hein, personnellement. Donc, vous avez tout à gagner et votre entreprise a tout à gagner à vous donner voilà, cette marge de manœuvre. Donc, voilà, on vous encourage fortement à vous lancer. Encore une fois, n'hésitez pas à renseigner le questionnaire, alors soit tout de suite, soit demain, mais voilà, le plus tôt sera le mieux pour nous faire un feedback. Je vous indique également que vous avez la possibilité de vous enregistrer, ça prend 2 minutes, hein, sur le site d'Alumni for the Planet. Alors, c'est gratuit et ça sert à une chose très intéressante, qui est que vous pourrez accéder à la liste des plus de 4000 ou 4500 personnes qui se sont enregistrées et qui, pour certains, sont dans votre entreprise. Donc, c'est une façon très simple, via un moteur de recherche et une messagerie intégrée à notre site, de rentrer en contact au sein de votre entreprise avec des personnes qui ont également cette envie de s'engager. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus facile quand on est à plusieurs pour savoir par où commencer. Voilà. Et puis, n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à nous rejoindre, nous contacter. Nous sommes une association. Nous avons évidemment une grande ambition, mais nous avons besoin de bénévoles, hein, pour nous aider. Nous sommes tous bénévoles, hein, sauf Florian, qui est notre seul salarié, mais ça repose pour beaucoup sur l'engagement de quelques dizaines de bénévoles. Donc, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses passionnantes à faire, notamment d'organiser ce type de webinaire. Voilà, donc encore un grand merci pour votre participation. Un grand merci aux 2 intervenants. Nous diffuserons les présentations et vous aurez aussi la possibilité de prendre contact, hein, si vous le souhaitez, avec Raphaël et François, si vous voulez poursuivre la discussion ou les solliciter pour vous aider à engager des démarches au sein de votre entreprise. N'hésitez pas, vous avez vu, ils sont très bons. Et je laisse le mot de la fin à Audencia Alumni, avec qui nous avons été ravis de co-organiser ce webinaire. Merci beaucoup, Michel. Je ne peux pas faire mieux que tout ce que vous venez de dire, mais vraiment un grand merci à Raphaël et à François pour cette belle présentation, ce partage d'informations et des astuces et tout ce qu'il faut faire pour avancer sur ce sujet. Encore une fois, un grand merci pour cette collaboration, hein, à Alumni for the Planet. C'était un vrai plaisir et on a hâte de renouveler cette expérience avec d'autres diplômés, parce qu'on en a quand même des diplômés engagés. Et encore une fois, grand merci. J'espère que vous avez tous et toutes beaucoup apprécié ces échanges très, très riches. Et à très, très bientôt de ma part. Et merci encore à nos 2 diplômés. Merci beaucoup.